messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition de 20h. D'abord, les titres de cette édition. L'édition 2020 du mois de la femme sera une année charnière dans l'autonomisation de la femme et égalité du genre. Phrase clé de la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, qui a lancé aujourd'hui officiellement les activités liées au mois consacré à la promotion des droits de la femme. Washington, capitale mondiale qui réunit des chefs d'État autour du plan de paix au Proche-Orient. Le chef de l'État qui prend part à cette rencontre a du haut de la chair exprimé son engagement pour une paix durable. Dans ce journal, nous revenons sur l'intervention du chef de l'État. L'hémophilie peut être évitée en République démocratique du Congo. C'est possible. La Fédération mondiale de l'hémophilie a sollicité auprès du ministre de la Recherche scientifique son implication pour l'organisation d'un forum sur l'hémophilie à Kinshasa. On en parle dans un instant dans ce journal. Mesdames, Messieurs, encore une fois de plus, bienvenue aux 20h. Le chef de l'État est à Washington, aux USA. Félix-Antoine Tshisekedi participe aux assises sur le plan de paix au Proche-Orient. Le président de la République, qui a pris la parole devant ses pairs, promet tout son soutien pour l'installation de la paix et la réconciliation dans ce pays. Il a promis également de consolider les liens entre la République démocratique du Congo et Israël. Reportage. Je propose d'écouter le chef de l'État. Ladies and gentlemen, shalom. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour cet accueil chaleureux. À Madame la Présidente Besti Bernskorn, ainsi qu'à tous les leaders de EPAC, merci de m'avoir associé à cette grande conférence. Je viens m'adresser à vous aujourd'hui, non seulement en tant que président de la République démocratique du Congo, un pays ami d'Israël, mais aussi en mon nom propre, car mon parcours personnel a fait de moi un grand ami du peuple juif et un fervent défenseur de sa cause. Par ma foi chrétienne qui tire sa source dans la relation entre le Créateur, l'Éternel et le peuple juif, j'ai le plus profond respect pour le caractère prophétique de l'histoire de ce peuple et de son destin. Boussole des nations et horloge du monde, Israël est au cœur de notre civilisation judéo-chrétienne. Vous comprenez donc mon attachement particulier envers la nation d'Israël, son peuple ainsi que la ville sainte de Jérusalem, selon qu'il est écrit dans le psaume de David, « Priez pour la paix de Jérusalem ». Les relations entre mon pays et Israël sont restées longtemps en léthargie. Nous avons pourtant d'énormes domaines de convergence, d'intérêt sur les plans sécuritaires, économiques, culturels et scientifiques. S'agissant des questions sécuritaires, les défis nouveaux liés à la lutte contre le terrorisme, la corruption et le blanchiment des capitaux, ainsi que la lutte contre la cybercriminalité, nous donnent l'opportunité, que dis-je, l'obligation de renforcer nos liens pour des objectifs partagés. Je désire tisser avec Israël des liens forts et une alliance dans laquelle mon pays sera une bénédiction pour la nation d'Israël, selon la promesse de l'Éternel qui dit à Abraham dans Genèse 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront ». Il s'agit d'un processus que je réaffirme solennellement ce jour,
et qui se renforcera à la mesure de la consolidation de notre amitié et de nos intérêts réciproques. C'est dans ce contexte que je vous annonce l'arrivée imminente dans mon pays du grand rabbin Albert Guigui, qui viendra cette fois pour le renforcement de nos liens sur le plan spirituel. Pour ne pas perdre cet élan, pour consolider nos liens et discuter de nos intérêts mutuels, je compte effectuer une visite en Israël au courant de cette année. Aussi, après plus de 20 ans sans une représentation au niveau adéquat, je procéderai dans les prochains jours à la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'État d'Israël. Dans le même ordre d'idées, il sera créé une section économique animée par un personnel de haut niveau ayant la mission de promouvoir les relations économiques entre les deux États. Notre ambassade étant à Tel Aviv, je ne trouve aucun inconvénient à ce que la section économique soit installée dans la ville bénie de Jérusalem. L'expérience et le savoir-faire d'Israël dans les domaines de l'agriculture, des sciences et de la technologie ont toute leur place dans mon pays qui s'étend sur 2 345 410 km² et plus de 85 millions d'habitants, mais n'exploite encore que 10% de ces 120 millions d'hectares de terres arables et irrigables, une partie infinitésimale de ces ressources en eau et de ces ressources minières estimées à plus de 24 000 milliards de dollars. J'invite Israël à accroître sa présence diplomatique et économique dans mon pays à la hauteur du potentiel qu'offre la relation entre nos deux États et nos deux peuples. Depuis toujours, l'histoire d'Israël me fascine et m'enseigne, qu'il s'agisse du roi David, en passant par les premiers ministres Ben Gourion et Golda Meir, Yitzhak Rabin et Shimon Peres, ou encore le général Moshe Dayan et tant d'autres héros de l'histoire humaine, cette nation est une source d'inspiration. Elle nous apprend ce qu'il est possible à l'homme de réaliser en peu de temps quand on a la volonté, la résilience et surtout la grâce et la faveur divine. Chers amis, je ne terminerai pas mon allocution sans féliciter le pays hôte de ce forum, les États-Unis d'Amérique, qui a toujours été une bénédiction pour le peuple d'Israël. À cet égard, nous soutenons le plan du président Donald Trump en faveur du retour à une paix durable et à la coexistence pacifique entre les deux États, Israël et la Palestine. Enfin, je remercie mes frères et sœurs chrétiens évangéliques de ce pays qui, pour leur soutien indéfectible à la paix et la sécurité de l'État d'Israël. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse l'amitié entre les peuples d'Israël, des États-Unis et de mon pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
En République démocratique du Congo et partout dans le monde, nous sommes de plein pied au mois de mars, mois dédié à la femme. Plusieurs femmes se mobilisent pour mener le combat de la femme, combat lié à l'égalité des chances et la défense des droits de la femme. Le ministre d'État du genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomé, a lancé en République démocratique du Congo officiellement les activités liées à ce mois de mars. Yvette Makontima nous en parle. En face des chevaliers de la plume et du micro, quelques membres du gouvernement et les partenaires pour lancer officiellement les activités liées au mois de la femme. L'exercice a consisté essentiellement à présenter les progrès réalisés les 5 dernières années en RDC dans l'autonomisation de la femme et égalité du genre. Pour une meilleure compréhension des activités programmées, la ministre d'État, ministre du genre, enfants et famille, Béatrice Lomé Atilité, a fourni les explications sur l'essence à accorder au thème national qui inclut les 12 domaines critiques de Beijing. L'édition 2020 du mois de la femme sera une année charnière dans la promotion d'égalité des sexes dans le monde, puisque la communauté internationale évaluera à ce moment les progrès réalisés en faveur des droits des femmes depuis l'adoption du programme d'action de Beijing. Pour réaffirmer notre engagement et notre devoir d'accélérer les actions prévues dans le cadre de la déclaration du programme de Beijing, Beijing plus 25. Hormis les interventions magistrales de la représentante de l'ONU Femmes, Awan Diaïsek, du représentant de l'UNFPA, Dr Senen Outon, de la ministre déléguée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Sambodiata, les ministres d'État, ministre de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo, a touché le cœur du débat, la couverture sanitaire universelle, programme cher au chef de l'État dans son volet santé de la reproduction. Nous avons développé un plan sectoriel santé, PENDES, centré sur la santé de la reproduction de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent dans la vision de la couverture santé universelle afin de matérialiser la vision du chef de l'État. S'en est suivi les jeux des questions et réponses pour fixer l'opinion sur des préoccupations qui portent sur la protection et la promotion des droits de la femme. Mois de mars, mois de la femme, la direction des informations télévisées de la RTNC promet de vous faire vivre les activités des femmes dans toute sa diversité à travers des reportages, des dossiers et portraits. Ce soir, notre rédaction s'est penchée sur une femme qui conduit les compacteurs, cet engin lourd de l'Office de route. Regardez. Aux commandes de ce compacteur, une femme, Esther Wayagazela, et dans la cabine de cette pelle chargeuse hydraulique, une autre jeune femme, Francine Mutombo Kassongo. Elles font partie des rares qui manipulent des engins lourds pour différents travaux dans le territoire de Kanyama, province du Olomami. Nous avons 6 dames qui ont été retenues, qui ont suivi la formation et elles sont là. Elles vont travailler sur nos engins. Esther et Françoise ont bravé peur et stéréotypes pour accéder à cet emploi dont les portes leur ont été grandement ouvertes à l'issue d'une formation technique. On nous avait aussi informé qu'il y a une formation des engins. On cherche aussi des femmes qui vont rouler les machines et les engins. On nous avait fait des formations par-ci, par-là, mais on vient de se retrouver un tout petit peu. Beaucoup de gens et de femmes parlent que quand vous êtes en train d'utiliser ces machines ici, c'est impossible de mettre au monde. Ok, ce n'est pas ainsi. Nous allons travailler et vous allez mettre au monde. Je vais les encourager aussi de s'adhérer. Moi, je compte aussi de la parité, comme on avait parlé, qui est 50-50. Conduire des engins lourds comme ceux-ci n'est plus une exclusivité masculine. Toutefois, c'est un exploit pour ces femmes qui vivent dans un milieu rural. Elles font la fierté de leur territoire sous un regard admiratif des habitants de cette partie du pays. Belles, jeunes, intelligentes et courageuses, Esther et Françoise sont comme des pionnières ici et invite les autres à leur emboîter le pas. Que les femmes nous rejoignent avec courage pour conduire comme moi ces engins lourds. Nous invitons les femmes et surtout les jeunes filles à suivre des formations. Ce travail n'a pas de genre, que l'on soit homme ou femme, tous nous devons travailler pour le développement de notre pays.
C'est peut-être un nouveau vent qui souffle du côté de Kanyama, un territoire à vocation agro-pastorale où l'activité principale des femmes demeure l'agriculture, ce travail de la terre qui nourrit des milliers de familles congolaises. Une toute petite chance suffit, les femmes sont aussi capables. Autre chose à présent, 3 nouveaux bâtiments de l'INPP seront bientôt construits dans les provinces. Il s'agit des villes de Bunia, Bukavu et Goma. Le coût total pour la réalisation de ce projet s'élève à plus de 6 millions de dollars américains. Un protocole vient d'être signé entre l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo et la représentante de l'UNOPS, Robert Ndaye. Le souci de la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Lungankoulou, c'est d'accélérer les processus d'intégration des jeunes qui sont souvent recrutés dans les groupes armés pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Pour matérialiser cette vision, le Japon va financer la construction de nouveaux bâtiments et fournir des équipements, des formations en faveur des 3 directions provinciales de l'Institut national de préparation professionnelle à Bunia, Bukavu et Goma pour un montant total de 6 500 000 dollars américains. Ce lundi 2 mars, un protocole d'accord et échange de notes ont été signés entre l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en République démocratique du Congo et la représentante de l'UNOPS sous les regards vigilants de la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Lungankoulou. Pour la patronne de l'emploi, la formation professionnelle est un élément essentiel pour le développement industriel d'un pays. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilukamba, y accordent une importance capitale. La construction d'un centre de formation ayant la capacité de répondre aux besoins en formation et en qualification professionnelle de la population active de la province d'Ituri et de ses environs, l'équipement de ces centres de l'INPP Goma et Bukavu et la dotation des véhicules s'inscrivent dans la vision de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et de la lutte contre la pauvreté telle que prônée par le chef de l'État. Bien avant cette signature, l'ADG Maurice Tshikoya Kaimbe a salué l'accompagnement du gouvernement de la République tout en précisant que ce financement permettra à son institution de répondre à la demande croissante des formations professionnelles en République démocratique du Congo. En tant que patron du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, votre présence nous encourage et surtout nous exhorte à toujours bien travailler. Grâce à ces financements, l'INPP espère développer les compétences en RDC. Pour l'ambassadeur Kaboube Hiroshi, ce projet en appui à l'INPP est le tout premier que le Japon réalise avec l'UNOPS. Madame Tatiana Wa, directrice et représentante de l'UNOPS, a souligné que le projet d'appui au renforcement des capacités de direction provinciale contribuera au développement de capacités des jeunes de la République démocratique du Congo. Une jeunesse qui travaille est une jeunesse stable. On revient sur la femme. N'Djamena, capitale du Tchad, va abriter en juillet prochain le Forum international des femmes de l'espace francophone. En marge de ses assises, la première dame du Tchad a échangé avec un échantillon des femmes participantes. Commentaire, Lisette Moujing. La délégation du Forum international des femmes de l'espace francophone, conduite par sa coordinatrice internationale, Denise Zila, et la présidente du Forum international de l'espace francophone, Marie-Louise Moussenga, se sont rendues au Tchad pour informer officiellement la première dame du Tchad, Tunda Marie Itno, marraine du Conseil national des femmes de Tchad, du choix porté sur N'Djamena pour abriter les assises en juillet 2020. On prit également part à cette rencontre une forte délégation du Conseil national des femmes de Tchad. Ces forums visent à changer des visions et des politiques en matière des droits de la femme africaine. Une autre distinction honorifique est décernée à la première dame du Tchad par le Forum international des femmes de l'espace francophone en sa qualité de bâtisseuse de la paix, du développement et de la promotion de la femme africaine. Un drapelet de la GIFA estampillé un mot de la femme africaine sur le développement de l'Afrique était également remis à Tunda Marie Itno.
La présidente du Forum international des femmes de l'espace francophone a indiqué que la rencontre des Djamena est une nouvelle opportunité de se faire entendre devant les instances de prise de décision. Ce forum, dont le siège est basé à Kinshasa, est un organisme de la société civile spécialisé en matière de défense et de protection des enfants, des femmes et des jeunes dans l'espace francophone. Il milite pour cette cause depuis 2002. Les jeunes originaires du Kwango sont appelés à soutenir les efforts de développement. Le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jonathan Bialosouka, l'a dit au cours d'une rencontre avec ces jeunes. Cédric Kenina. Le jeune originaire du Kwango résidant à Kinshasa représente sans doute une majorité sociologique, d'où il faut en faire une base solide, voire un acquis politique. C'est ainsi que le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jonathan Bialosouka Wata, lui qui a toujours investi dans le capital humain, surtout la jeunesse, s'est fait le devoir de parler à ces jeunes de l'identité kwangolaise pour prendre une part active dans le développement du pays. Et que nous avons sensibilisé d'abord pour garder leur identité et pour qu'ils comprennent aussi l'histoire politique de cette ville de Kinshasa. L'histoire politique de cette ville démontre que les Kwangolais ont toujours remporté la majorité ici. Et la majorité sociologique que nous avons dans cette ville doit toujours être transformée en majorité politique. Et que tout ce qui doit se faire à Kinshasa doit se faire avec la communauté kwangolaise. Les côtés politiques de son adresse, c'est le soutien à la coalition FCC Cash. Sans cette coalition, je pense que le Congo pouvait avoir des problèmes. Qui ne tombent pas dans les erreurs de ceux qui les intoxiquent, puisqu'ils doivent savoir que ce ne sont pas des brebis sans berger. Je suis là, je les encadre, et à tout moment qu'il y a de quoi, ils doivent se ressourcer pour savoir comment ils doivent se comporter. Les Kwango, une histoire liée à celle de la capitale, vu la proximité géographique, et donc les patrons de la pêche et l'élevage, en réunissant le regroupement de jeunes Kinois originaires du Kwango, visent un objectif, éveiller les consciences. Le gouvernement congolais, à travers le ministère du Développement rural et celui de l'agriculture, a décidé de relancer les projets de réhabilitation de routes de dessert agricole dans la province du Kwilu avec l'appui financier du FIDA, Fonds international pour le développement agricole, après 2 ans de suspension. Ces routes sont réhabilitées et entretenues par le projet Papakine, projet d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers. Le ministre du Développement rural, Guy Mikulu Pombo, qui a la responsabilité d'apporter la solution aux problèmes d'amélioration des conditions de vie et de travail de la population vivant en milieu rural et périurbain en construisant des infrastructures socio-économiques de base, a procédé à une visite d'inspection de routes de dessert agricole dans le territoire de Boulungu, province du Kwilu. Plus de 300 km de routes réhabilitées sur l'axe partant du point Kassai sur la nationale numéro 1 dans la ville de Kikwit en passant par la cité de Boulungu, secteur Inko, Lusanga, pour environ 165 km réhabilités, puis l'axe Kimputuntseke, long de plus de 100 km. Voici les constats faits par le ministre Guy Mikulu Pombo. Le constat il est satisfaisant, mais bon, il y a des recommandations à faire et à la mission de contrôle et à l'entreprise. J'espère que j'ai dit la première recommandation, c'est le traitement des points chauds. Deuxième, j'espère c'est à l'entreprise d'augmenter sa capacité technique sur les chantiers. Donc il ne faudrait pas qu'on ait ce que j'ai trouvé, il faut qu'on augmente. Mais on me dit que la demande a déjà été faite par le chef de chantier, par la mission de contrôle, qu'on augmente la capacité technique. Quand je dis capacité technique, c'est le matériel, les équipements pour travailler. Si on a 1, 2, 3 ateliers, c'est la voie. J'espère que les travaux vont aller plus vite. Bien avant la descente sur le terrain, à partir de l'antenne de Papakine Kikwit, le ministre du Développement rural, Guy Mikulu, a tenu une réunion d'explication de sa mission pour faire la mise au point sur le comportement et le fonctionnement des Papakines, les services techniques et celui de la population bénéficiaire. L'hémophilie, cette maladie de prédisposition à l'hémorragie n'existe pas tellement en République démocratique du Congo, mais peut être évitée. Il y a des méthodes justement que connaît la Fédération mondiale de l'hémophilie. Cette fédération a échangé avec le ministre de la Recherche scientifique sur la possibilité de former des équipes en RDC. Marie Kalonki.
Un enfant sur 10 000 naissances dans le monde souffre de l'hémophilie. Cette maladie héréditaire rare est caractérisée par une anomalie du processus de coagulation du sang. Les symptômes de cette pathologie se caractérisent par des contusions larges, des gonflements et douleurs, des saignements inexpliqués, mais aussi la présence du sang dans les urines ou le sel. Pour ce faire, une délégation de la Fédération mondiale de l'hémophilie, soucieuse de former des équipes pour le traitement de cette maladie, s'est rendue auprès du ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, José Pandakabangu, pour des études de faisabilité. Nous sommes venus voir son Excellence, le ministre de la Recherche scientifique, dans le cadre d'une visite que nous avons reçue, la visite des amis qui viennent de la France et qui viennent nous enseigner sur une pathologie, une maladie qui est un peu rare, mais qui existe. La maladie s'appelle l'hémophilie. Le premier point, c'est de faire en sorte d'arriver au diagnostic. Et on a mis en place déjà le diagnostic à Kinshasa. Et donc, lorsqu'on aura diagnostiqué ces patients, on pourra les traiter. Nous, on amène notre bonne volonté, notre savoir, notre compétence. Mais le but, c'est de former les équipes. Comme on a formé les gens pour faire le diagnostic dans les laboratoires, former les médecins parce que c'est une maladie qu'ils ne connaissent pas, parce que ce n'est pas une maladie très, très courante. Donc, les principales conditions, je crois que c'est surtout la bonne volonté et l'envie de faire. Le ministre de Recherche scientifique, José Pandakabangu, s'est dit satisfait et a promis de les accompagner dans ce processus. Le sommet africain de l'Internet se tiendra à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les batteries sont en marche pour la réussite de cette rencontre qui mettra autour d'une même table les opérateurs satellites, les opérateurs de fibres optiques, ainsi que les fournisseurs de l'Internet de tout le continent africain. Nono Manseko nous en parle. L'Internet peut booster l'économie d'un pays, mais en République démocratique du Congo, l'accès à l'Internet demeure un luxe. Et pour y remédier, un sommet africain de l'Internet se tiendra au mois de mai prochain en RDC. C'est le motif même de la séance de travail qu'a initié le ministre des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication le samedi 29 février 2020. Augustin Kibasa Maliba a invité les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de l'Internet à réfléchir sur l'organisation de ces grands rendez-vous des professionnels des télécommunications africaines. Nous nous sommes réunis ce matin à l'initiative de son Excellence, Monsieur le Ministre, pour confirmer la participation des opérateurs à l'organisation de ce sommet. Donc je peux vous dire ce matin que les opérateurs ont décidé d'accompagner l'organisation de ce sommet. Le sommet africain de l'Internet est une grande messe de télécom qui réunit tous les acteurs du secteur des télécommunications, les opérateurs satellites, les opérateurs fibres, tous les opérateurs de gestion de noms de domaine, la sécurité informatique. Et il va se tenir ici des formations sur les nouvelles technologies, surtout en termes de réseau. Une occasion de remettre à niveau et d'outiller les ingénieurs et experts congolais en ces domaines des télécoms. Une réunion des opérateurs actifs. Il ne s'agit pas ici des événements événementiels, non, c'est de l'activité. Il s'agit de la formation. On forme des gens, mais on forme les gens qui connaissent déjà, les professionnels. Et deux, les professionnels se mettent ensemble pour discuter de la vision sur le plan continental et selon l'évolution des technologies dans le monde. À l'issue de ces travaux, les participants vont prendre des décisions importantes sur les questions Internet de l'heure et sur les nouvelles technologies en Afrique. S'imprégner des conditions de travailleurs à l'aéroport international de Njili, c'est l'objet de la visite du ministre du portefeuille Clément Kouété à ces sites aéroportuaires. Fifi Mukundi. La carence en personnel et les conditions de travail de personnel affecté à l'aéroport international de Njili. Deux problèmes qui ont motivé la descente du ministre du portefeuille à ces sites aéroportuaires. À la tour de contrôle, le ministre Clément a eu droit aux explications sur le rôle de contrôleur de trafic aérien affecté à ce poste. Même exercice chez les sapeurs-pompiers de la caserne anti-incendie. Il s'est rendu par la suite à l'aérogare modulaire afin de se rendre compte des conditions de travail à ces lieux de traitement de passagers de vols internationaux. À la base FI,
du chantier où l'on construit l'aérogare définitive, le responsable du projet lui a présenté les grands travaux qui constituaient ces projets. S'en est suivi de la visite du chantier proprement dit. Au terme de sa ronde, le ministre Clément Koueteni Bemouna a félicité le staff dirigeant de la régie de voies aériennes, en sa tête Bilengue Abdallah. C'est avant d'annoncer quelques décisions urgentes visant la consolidation de cette entreprise publique. Ils ont sollicité d'engager quand même le personnel, mais avant d'autoriser l'engagement du personnel, il fallait que moi-même je me rende compte de la situation sur terrain. Il faut consolider la vision, il faut partager les informations. Et ici je profite de l'occasion pour saluer l'expertise, la compétence et le sens des responsabilités que les différents responsables ils ont fait preuve depuis 8 ans. Ils ont bien travaillé. Avec la concrétisation de ces trains de mesure, le redressement de la RVA va s'accroître. Avant de poursuivre ce journal, justement, découvrons ensemble ce communiqué qui vient du cabinet du ministre du Portefeuille. Il s'observe depuis quelque temps une agitation injustifiée dans certains milieux, les réseaux sociaux et les journaux autour des simples déclarations d'intention entre la société minière Kilomoto Sokimo, une société commerciale libre de réfléchir sur tout modèle économique pouvant assurer sa survie et son développement à travers un accès dividende d'une part et AGN, société listée en bourse au Canada, d'autre part. Au stade actuel, il n'y a aucun engagement définitif si ce n'est qu'une déclaration d'intention entre les deux parties qui exigerait pour sa concrétisation toute une procédure suivante, l'approbation de la transaction par le conseil d'administration d'abord, ensuite l'entérinement par l'Assemblée générale et enfin le quitus du gouvernement représenté par le ministère du Portefeuille. Il est certes vrai qu'un travail minutieux est en train d'être élaboré par le service compétent pour lister les titres miniers de Sokimo et identifier les participations dormantes. Les jugements d'or de Zaki Kodo qui alimentent les débats fait l'objet des sollicitations des partenaires créateurs des valeurs, mais dont le dernier mot reviendra à l'État en vertu de sa souveraineté permanente sur ces matières première. De ce qui précède, il est important de souligner que le ministère du Portefeuille, le ministre du Portefeuille, le professeur Clément Koueteni, veille au grain depuis son avènement à la tête de ces ministères au respect des procédures légales en matière de gestion des entreprises du portefeuille de l'État. Il reste convaincu que son ministère est disposé à jouer son rôle d'encadrement et d'accompagnement de ces entreprises en se basant sur les éléments d'appréciation objective et c'est là conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce communiqué porte la signature du directeur de cabinet du ministre Kabasele Banzeza Gentil Baker. On revient sur l'actualité. Les routes disparaissent suite aux menaces des têtes d'érosion dans la commune de Maluku. Plus grave encore, les ponts Mai Pembe, ça fait un décor très dramatique. Le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Papi Epiana, s'est rendu sur place pour appuyer l'opération Kin Bopeto. Juste pour nous enquérir de la situation par rapport à l'ensablement ainsi que les différentes têtes d'érosion qui sont créées à Maluku. Alors notre descente sur terrain, c'est pour voir comment on peut faire pour soulager notre population et prévenir cette population. Et séance tenant, comme vous avez vu, nous ne sommes pas venus main libre, nous avons amené l'engin et pour que ça puisse nous aider à évacuer tous ces sables-là. Nous avons fait ce qu'on devait faire à notre niveau, mais pour le reste, vous avez vu la tête d'érosion sur rivière Mai Pembe. Nous l'avons visité avec tous les risques que même nos poteaux de courant peuvent connaître. Mais néanmoins, nous sollicitons l'apport de l'autorité urbaine ainsi que du gouvernement central pour nous venir en aide. Parce qu'avec cette situation,
Sinon, la commune de Maluku, la population sera en difficulté même de vaquer de leurs occupations pour le centre-ville de Kinshasa. Et vous connaissez très bien que Maluku, c'est une commune qui est sur la porte d'entrée de la ville de Kinshasa. C'est à Maluku, là où les bateaux, les baleiniers accostent. La commune de Maluku, c'est l'une des communes qui ravitaille la ville de Kinshasa. Raison pour laquelle nous sollicitons aux autorités, tant provinciales que nationales, de nous venir en aide pour que cette situation puisse être décantée. Avec la situation de ces ponts-là, si ça continue comme ça, nous serons en difficulté. Voilà, je crois, notre visite d'aujourd'hui sur terrain. C'était pour cela. Et pour le reste, je crois que la solution, ça sera le plus rapide pour que notre population puisse se retrouver en sécurité. L'entreprise belge Publisign sollicite un partenariat gagnant-gagnant avec la Radio-Télévision nationale congolaise. Son directeur général et celui de la RTNC ont échangé aujourd'hui à ce sujet. Publisign est une entreprise basée en Belgique, spécialisée dans la signalisation publique et le marquage de routes. Sylvie Makumbani. C'est une entreprise qui a fait ses preuves dans le domaine des marchés de pompes lumineuses, les panneaux de signalisation publique, y compris les marquages de routes. L'entreprise belge Publisign, numéro 1 en Belgique et deuxième en Afrique, s'appuie sur la RTNC pour apporter son expertise en RDC. La délégation de celle-ci a été conduite auprès du DG de ces médias publics, Ernest Kabila Ilunga, par un patriote, le porte-parole de l'UDPS Benelux, Ludor Ngala Mouloumé. Ce consortium belge compte sur la capacité managériale reconnue du DG de la RTNC. Nous sommes ici la première fois pour développer de nouveaux business. On a démarré le marché, on a vérifié qu'est-ce qu'on va faire ici au niveau de la publicité, ça veut dire les pompes d'essence, les enseignes lumineuses, la visibilité, la signalisation entre les routes et des choses comme ça. On a déjà commencé à la Sud-Afrique, on a des marchés à Guinée par exemple, à Tanzanie, et ça fonctionne bien, ça veut dire les pompes services, on a distribué beaucoup de produits là-bas déjà, et la Congo RDC, c'est un nouveau marché pour nous. Le climat d'affaires devient favorable grâce à cet élément au niveau des banques qui sont maintenant allégés, qui sont facilités pour nos investisseurs. Publisign est un grand opérateur économique belge. Son investissement au Congo va booster aussi quelque part une main-d'œuvre parce qu'il va ouvrir son usine ici au Congo, en RDC. Nous allons devoir avoir un partenariat avec le RTNC pour plus de visibilité. Dans les tout prochains jours, la délégation de Publisign annonce une série de formations pour les nationaux dans le domaine de collaboration énuméré si haut. La Direction générale des douanes et accises vient de réceptionner un lot de matériel roulant en présence du staff et du directeur général de cette entreprise, des bus mis à la disposition du personnel comme moyen de déplacement de qualité, nous dit Ricky Nzuziloya. Améliorer les conditions de travail de son personnel par une assurance de bonne mobilité reste le credo de la haute direction de la Direction générale des douanes et accises DGDA. Sous le management du directeur général de Uruguiza, un lot du matériel roulant flambant neuf vient d'être acquis sur fonds propres. Il s'agit de 3 grands bus et de 2 minibus pour le transport des agents et cadres de la DGDA. La cérémonie de remise de ces véhicules par Congo Motors s'est déroulée en présence des bénéficiaires et du staff de la DGDA. Tout ceci dans le cadre de la mise à disposition du personnel des moyens de déplacement de haute qualité, de façon à ce que quand nous exigeons du douanier des performances en matière de mobilisation des recettes, nous puissions mettre à sa disposition les moyens de réaliser les assignations que nous fixons. Donc c'est tout à fait normal que, tout en exigeant une mobilisation accrue des recettes, nous puissions mettre le douanier dans les meilleures conditions de déplacement possible. C'est dans ce cadre-là que nous acquérons régulièrement des bus, des véhicules, des jeeps, aussi bien pour l'administration centrale ici, les directions provinciales de Kinville et Kin Aéroport et les directions provinciales qui sont dans les différentes provinces de notre pays. Il s'agit d'un deuxième lot qui porte à 7 le nombre de bus nouvellement acquis par la Direction générale des douanes et accises au profit de son personnel. Merci Edith Chala pour ce reportage. La direction provinciale de la DGDA, justement,
province du Congo central porte à la connaissance du public qu'elle procédera conformément aux articles 288 et 289 de l'ordonnance loi numéro 10/002 du 20 août 2010 portant code de douane à la vente aux enchères publiques de toutes les marchandises non enlevées des installations douanières après le délai de séjour légal prévu par les dispositions de l'ordonnance sus-évoquée. Les dates prévues sont du 10 au 17 mars 2020 pour le bureau de Matadi Beach, du 19 au 24 mars 2020 pour le bureau d'Edel Ticom, du 26 au 31 mars 2020 pour le bureau de Boma. Par conséquent, elle invite les importateurs des dites marchandises à venir régulariser leur situation dans les 48 heures avant la date du début des opérations de vente. La liste des marchandises concernées sont affichées au bureau des Matadi Beach, Edel Ticom et Boma Beach et publiée dans la presse écrite et audiovisuelle de la place et de Kinshasa. Lancement des activités du Front de Congolais pour la démocratie. La cérémonie a été présidée par le président de ce parti, Pierre Kangoudia. C'était au collège Boboto, nous dit Mami Kadima. Elle a imprimé depuis son accession à la présidence du regroupement politique FDCA une nouvelle dynamique qui consiste à mobiliser toutes les forces avec une vision futuriste tournée vers l'horizon 2023. L'autorité morale de la FDCA, Dr Néné Lungankoulou, après avoir enregistré de nouvelles adhésions, pas des moindres, partagé la vision lors d'une journée d'échange sur la redynamisation du regroupement politique en rappelant aux différentes structures présentes dans la salle Mona Lisa que la coalition FCC Cash est une belle expérience jamais vécue depuis 1960. Néné Lungankoulou a reconnu que cette coalition FCC Cash est une nouvelle expérience dans la vie politique de la RDC avec ses hauts et ses bas, mais l'essentiel est de ne pas perdre l'objectif, celui de pérenniser la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Je suis très satisfaite parce que c'est une occasion pour moi de me retrouver avec ma famille politique. Nous avons manifesté notre soutien à notre autorité morale Joseph Kabila Kabange, avec qui nous allons cheminer jusqu'à même aux élections futures. Bien avant cette brillante intervention, des hauts cadres du regroupement FDCA ont chacun fait des exposés magistrales pour saluer l'esprit managérial de l'autorité morale de la FDCA, Dr Néné Lungankoulou. Chacun a reconnu que l'unité qui caractérise ces regroupements doit être le tableau de bord pour une victoire aux échéances de 2023. Présents à cette journée d'échange, les députés nationaux et les sénateurs, tous ont pris l'engagement de soutenir l'autorité morale du FCC et président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Il était aussi question de soutenir la coalition FCC Cash, un soutien justifié, un soutien des raisons et un soutien d'avenir. C'est par un repas de fraternité que les différentes structures du regroupement FDCA, avec en tête leur autorité morale, Néné Lungankoulou, se sont séparés dans une ambiance bon enfant. Merci Robert Ndaye pour ce reportage de la rencontre entre l'autorité morale de l'AFDCA et ses partenaires. Le sénateur Kaboué Isidore séjourne depuis hier à Kalemi dans le cadre de ses vacances parlementaires. Voici son arrivée à l'aéroport de Kalemi. C'est sous les coups des 17h locales de ce dimanche 1er mars 2020 que le sénateur Kaboué Oulongo Isidore est arrivé à Kalemi. Des centaines de militants, non seulement de son regroupement politique AAB, Action alternative pour le bien-être et le changement, mais aussi du Front commun pour le Congo FCC, les associations socioculturelles ainsi que le groupe folklorique ont réservé à ces dignes fils du Tanganyika un accueil plus que chaleureux. Se livrant à la presse, le sénateur Kaboué a indiqué venir à Kalemi dans le cadre de ses vacances parlementaires. Vous savez que j'ai été élu ici, je suis sénateur, je rentre à la base, je vais rendre compte de ce qu'a été troisième session du Parlement. J'ai été élu au nom de cette population, je suis venu rendre compte
à travers les structures autorisées. Le cortège du président du groupement politique AAB s'est par la suite ébranlé sur le boulevard Lumumba jusqu'à sa résidence au quartier Filtizaf. À l'occasion, les sénateurs Kabouemoué a remercié ses nombreux militants de plusieurs formations et regroupements politiques membres du FCC pour cet accueil, ce qui marque la parfaite cohésion au sein du FCC de Joseph Kabila Kabange, autorité morale et président honoraire de la RDC. Mes remerciements s'adressent aux hommes et femmes cadres du FCC de la mobilisation pour l'accueil. À Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, les sénateurs Kabouemoué entament mettre son temps à profit pour s'entretenir avec les autorités politico-administratives, les différentes couches de la population, y compris les différents représentants locaux des formations politiques membres du FCC. Et on termine avec cette nouvelle du PPRD. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a appris avec une très vive émotion la mort du général-major Delphin Kayimbi, chef d'état-major adjoint en charge des renseignements militaires, le vendredi 28 février 2020, dans les circonstances qui restent à élucider sans délai par les enquêtes annoncées par le haut commandement militaire de la République démocratique du Congo, ayant été au service de la nation pendant plus de 20 ans sans trahir le Congo, d'abord comme l'un des jeunes libérateurs de notre pays le 17 mai 1997 et ensuite c'est lui qui a à son actif plusieurs bravoures et hauts faits militaires en servant sous le drapeau au plus fort des diverses guerres et agressions que connaît notre pays a connu à l'Est. La mort du général-major Delphin Kayimbi est une grande perte pour la nation et pour la famille biologique. De ces faits, le PPRD, qui s'interdit toute déclaration tendant à entraver les enquêtes annoncées, exige sans délai et avec la plus grande fermeté la manifestation de la vérité sur cette mort mystérieuse. Au nom de son président national, le camarade Joseph Kabila Kabange, le PPRD exprime ses condoléances les plus émues à toute la famille des FRDC, à la veuve et aux orphelins de son compagnon de lutte, feu général-major Delphin Kayimbi. Ce communiqué porte la signature d'Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD. Madame, Monsieur, ainsi prend fin cette édition d'information de 20h sur l'RTNC. Merci à vous de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention, la même attention que je vous recommande tout à l'heure à 22h dans une autre édition qui vous sera présentée sur place ici par Lucie Lavie-Gisenda. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. D'ici là, portez-vous bien.